Merci d'avoir participé. Donc, Dante Pareja est un de nos étudiants qui vient de ce beau pays qu'est le Pérou. Vous en avez déjà entendu parler. Et lui, après un parcours d'archéologie, avait réalisé un master d'archéométrie et un master d'archéologie, donc il y a déjà quelques années. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir un programme qui avait démarré entre l'Université du Pays Basque espagnol, qui est donc représenté ici avec notre collègue, monsieur Ignañez. Et nous avons proposé un sujet d'étude qui portait sur de la céramique du Pérou encore. Donc ça tombait bien parce que c'était le souhait et la motivation de Dante Pareja. Donc il a candidaté, on a obtenu donc cette allocation doctorale, c'est comme ça que ça se présente, comme vous le savez. J'en reparlerai un petit peu plus pour ceux qui, les étudiants du master, souhaitent aller plus loin. On fera une séance un peu à part pour cela. Et donc il a pu réaliser ce travail entre deux laboratoires. C'était donc entre Vitoria-Gasteiz et ici chez nous à Archéosciences Bordeaux. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est arrivé dans une période que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle celle du Covid. Vous savez, ce méchant virus qui a tellement modifié un peu la surface de la planète, pratiquement, il faut le dire, hein, et qui a entraîné des actions un peu, qui a retardé des actions que Dante Pareja a dû mener, puisqu'il était au Pérou en février 2020. Et il a dû y rester jusqu'en septembre 2020, bloqué par la situation de cette pandémie qui a quand même posé de gros problèmes à notre petite planète. Bref, donc ça a modifié un peu la thématique. Malgré tout, il a réussi à rebondir. Donc on a étendu la durée du contrat et ça a quand même donné un travail de recherche en sciences archéologiques qui a pu être défendu, soutenu, on dit soutenu en français, à l'occasion de sa présentation de son travail de thèse. C'était en décembre 2022 Non, 23. l'année dernière. 23. 2023, en décembre 2023, un peu moins d'un an. Voilà. Bon, depuis, Dante est resté en France. Je sais qu'il fait plusieurs actions, il nous le dira si besoin. Je lui laisse tout de suite la parole pour nous présenter ce travail de recherche autour de ce matériau dont il y a quelques spécialistes ici, qui est la céramique. Dante, à toi de parler. Merci beaucoup, Rémi, pour cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de parler doucement, articulé. J'ai pensé faire la présentation en espagnol, mais bon. En tout cas, mon travail, je vais vous présenter ça va sur les apports de l'archéométrie sur la identification des techniques de fabrication et des températures de cuisson de céramique. Comme Rémi vient de dire, on a travaillé ce sujet dans le cadre de ma thèse doctorale. Euh, Ça, c'est une partie, mais finalement, on a travaillé tous les aspects des technologies de production de céramique ISHMA. Mais avant de vous parler des résultats et de montrer les résultats qu'on a eus, je vais vous parler sur comment est-ce qu'on a trouvé les études sur la céramique dans la côte centrale. Principalement, je pense que ces visions, on peut les voir aussi dans une grande partie de la côte, les centres centrales. L'étude de la céramique dans la côte centrale, il était abordé majoritairement sur une optique, c'est une perspective morpho-fonctionnelle et stylistique qui a donné pas mal d'informations aux archéologues, mais ça reste quand même limitant à niveau de l'information qu'on peut obtenir de ce type de matériaux. En plus, les études, les travaux sur l'archéométrie ou les sciences des matériaux, il n'était pas assez développé. Je pense que ça n'a pas trop changé entre décembre et septembre, octobre maintenant. Et c'est un peu la limite pour les études de matériaux céramiques avec une optique pluridisciplinaire. Et, et nous, on a décidé d'utiliser dans ce travail doctoral une vision plus vaste. On mélangeait les aspects typiquement de l'archéologie, c'est ma formation initiale au début, et mais ajouter aussi les aspects liés à l'archéométrie et aussi les aspects proposés par Valentine Roux, que c'est les études de techniques de tradition technique. Si bien on a bien réfléchi sur cette perspective, on a essayé de l'adapter à notre problématique. Ma région, ma zone d'étude, c'est la côte centrale. Pas que la côte centrale, sinon principalement les trois vallées centriques, les vallées de Chillon, le Rimac et l'Uring.
qui correspondent à les territoires ou la zone où que la culture Ishma il s'est implanté. On travaille la céramique. Et les archéologues, ils proposent trois périodes pour la céramique Ishma, l'Ishma ancien, l'Ishma moyen et l'Ishma récent. Et nous, dans notre travail, on a focalisé sur les périodes de l'Ishma ancien, l'Ishma moyen et l'Ishma récent, parce que ça correspond à les matériels plus récurrents et mieux récupérés. Il y a beaucoup plus de travaux sur ce type de matériaux. Les matériaux de l'Ishma ancien, il est pas assez abondant et il n'est pas très bien défini. Et c'est pour ça on s'est focalisé sur cette deux période. Dans ce travail, je vais vous parler principalement des matériaux qui proviennent du site de Armatambo, qui était un grand centre administratif Ishma et réutilisé ou réoccupé pour la culture Inca. Mais malheureusement, dans l'actualité, ce site, il est presque disparu. L'explosion démographique de Lima, il a mangé ce site archéologique. Actuellement, il reste certains espaces qui a été fouillé pour les archéologues, principalement les projets de l'archéologue, le professeur Luisa Diaz, de l'Université nationale mayor de San Marcos, qui nous a facilité pas mal de matériel, qui nous a permis à faire ce travaux de recherche. Notre corpus céramique, il est composé par des fragments de céramique, des bases des récipients, des corps et des bords des récipients, des trois types de récipients, des marmites, des cloches et des jarres. On a comment dire, on a travaillé sur ces trois formes, principalement parce que c'est les matériaux qui apparaissent de façon très récurrente dans les contextes archéologiques. Et l'idée, c'était plutôt avoir des types de matériel, des formes qu'on puisse comparer entre un période et l'autre et voir s'il y a une continuité ou des changements techniques dans la façon de production de céramique pour les artisans. Dans le cadre de la thèse doctorale, on a travaillé la pétrographie, les MEP-EDS, les ICP-MS, les observations macroscopiques, l'archéologie expérimentale, la diffraction de rayons X et la cuisson ou la récuisson de céramique. Mais pour ce travail, actuellement, aujourd'hui, je vais présenter un petit résumé sur la pétrographie et principalement les aspects de l'observation macroscopique, l'archéologie expérimentale et tous les éléments associés à la cuisson de céramique. La pétrographie, on a analysé en total presque pour le cas de Matambo 104 lames minces qui nous a permis d'identifier 4 groupes pétrographiques qui ont été séparés, divisés en fonction de la granulométrie, le type des inclusions, la taille, la distribution et la nature. On a beaucoup de quartz, de pléioclastes, de pyroxènes, différents types de minéraux. Il y a des roches volcaniques, principalement des roches basaltiques. Et on a arrivé à identifier que la plupart des matériels ils proviennent des dépôts alluviales, mais aussi il y a des matériels qui ont été faits avec des dépôts qui proviennent des dépôts colluviales euh, pour un groupe photographique, principalement le groupe numéro 2. Et ce type de matériel, les inclusions, les inclusions, non, c'est bon, ok. Les inclusions qui ont été identifiées dans les échantillons, ils proviennent principalement de la zone qui sont marquées en rouge, dans les cercles rouges ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et c'est des zones que c'est plutôt dans la vallée moyenne de la vallée de Rimac. Et la zone en noir ou en cercle noir, on propose que ce sont des zones d'approvisionnement ou de production de céramique. Pour les cas en fonction de la référence bibliographique de la proposée par Pedro Espinosa, Eric Maquera, Gabriela Oré, Luisa Díaz, on propose qu'il y a pour la vallée de Chillón et de Rimac, il y a 3 possibles centres de production ou d'approvisionnement de matières premières. Pour le cas numéro 1, c'est Armatambo. On a fait des analyses d'ICP-MS pour les matériels qui ont été trouvés dans ce site. Et on a comparé les résultats avec des matériels considérés comme déchets de production. Et à niveau de l'ICP-MS, il y a une grande proximité chimique dans ce type de matériel entre matériel de déchets,
et de production et les matériels qui proviennent des contextes funéraires et des contextes domestiques. Pour le cas du numéro 12, c'est la huaca naranjal, c'est dans le vallée de Chinon, et la huaca Asnapuquio qui ont été proposés comme centre de production principalement pour les IJMA récents, mais il y a des occupations pour les IJMA moyens. Et pour le groupe, le point numéro 3, c'était proposé comme une possible zone d'approvisionnement de matières premières pour les analyses qui étaient faites pour l'équipe de Gabriel Oré dans son étude de master et son doctorat, je pense, si je ne me trompe pas. Et ces trois, principalement pour le cas de la vallée de la côte centrale, pour le cas d'Ijma. Malheureusement, les sites archéologiques, les centres de production, ils n'ont été pas bien étudiés. C'est pour ça que quand on parle de centres de production dans la côte centrale, normalement, on va faire allusion à Huacananjal, qui a été fait, Eric Mackey a fait un super travail sur cet site. Huaca qui a été proposé, Huaca Armatambo, qui a été proposé por Luisa Díaz en 2002 comme un possible plan de production aussi, qui est renforcé avec notre travail, notre étude, qui effectivement, il y a des productions locales dans ce site. Nous, dans le cadre de notre étude, pour identifier les techniques de manufacture de la céramique IJMA, on a travaillé sur la surface, la forme, la fonction, mais aussi sur les pâtes fraîches. On a fait des fractures des fragments pour identifier l'orientation de la porosité et de les inclusions et savoir quel type de technique a été employé pour la production de cette céramique. Normalement, dans la bibliographie, on voit que la céramique il peut être posée et unie, collée par pression discontinue, comme le numéro 1. Ou le numéro B, l'option B, c'est que principalement des colombans par étirement. Les porosités, l'argile, il va avoir l'orientation en fonction des gestes les mains de l'artisan, si c'est vers la part intérieure ou si c'est vers l'extérieur. Ça va dépendre et la pâte, il va acquérir une orientation particulière. Et c'est que les choses qu'on voit dans notre matériel, c'est principalement qui correspondent à l'équipe dans l'image B, que c'est les colombans par étirement. Et pour ça, on a reproduit des fragments de céramique pour voir si ce type d'étirement, principalement en pression discontinue ou en étirement interne ou externe, correspond avec notre matériel archéologique trouvé en Armatambo. Ce type d'orientation de la porosité et de les inclusions, on les voit dans la partie corps des récipients et dans les cols. Et même si on voit dans cette image, dans une matériel archéologique, on va identifier les mêmes types de marques, les espaces vides qui correspondent à l'union, l'air qui reste entre l'union des deux colombans, qui n'était pas assez bien étiré et qui va rester une espèce une espace vide, qui correspond à une boule d'air, qui est typique dans l'utilisation des colombans. Et c'est le même type de marque qu'on a trouvé dans les matières expérimentales on a reproduit. Pour le traitement des surfaces, aussi, pareil, on a utilisé un tissu humidifié sur la surface de la céramique pas sec, en état, comme on dit en Valentin Roudi, état cuir, qui n'était pas complètement sec, mais que c'est possible encore de travailler sur cette surface. Et on voit que les marques qui laissent un tissu humidifié, c'est les mêmes qu'on peut trouver dans les marques dans les matériaux archéologiques. La proposition est que normalement, l'artisan il va utiliser soit un tissu soit, comme on dit, un coronta, j'ai oublié le mot en français. Et si le public qui a des hispanophones qui connaît le mot coronta et qui connaît les mots soit en français ou en espagnol pour m'aider, c'est des maïs. Je ne sais pas comment ça dit coronta. Rémi. Bon. Épi de maïs. Je ne sais pas si tu as Pardon? entendu. Un épi de maïs. Épi de maïs, voilà. Un épi de maïs, c'est aussi, c'est possible d'utiliser. Il va laisser des marques très similaires dans les matériaux archéologiques. C'est les choses qu'on a utilisées, en tout cas que j'ai utilisées pour les traitements de surface. Ça colle bien. Et, dans les observations de matériel, des fragments, mais aussi des matériels complets qu'on a vus au musée du Quai Branly et dans les musées des Pueblo Libre et dans les musées aussi
Parque de las Leyendas, en Maranga, en Lima, on a vu que dans la partie interne des récipients, il y a des lignes qui correspondent à l'union entre les cols et les corps et la base, et les corps et les cols des récipients. Et ces lignes, c'est très, ça fait une circonférence dans tous les récipients. Et c'est possible de l'observer, les voir, les identifier, principalement dans la partie interne du récipient, parce que normalement, les artisans, je pense qu'ils sont plus focalisés dans la partie externe, donner une surface plus homogène dans la partie externe, les plus visuelles, les plus visibles. Et par la partie interne, ils ne donnent pas les mêmes définitions pour les différents types de récipients. Et c'est pour ça qu'on peut voir ce type de marques et ce qui me permet de proposer la séquence d'assemblage de récipient. Normalement, l'artisan, il va faire une galette d'argile, il va modeler la base, et après, il va commencer à poser les anneaux de colombin jusqu'à obtenir l'alture, la forme du corps, et après, ensuite, finalement, poser les anneaux pour faire les cols et les bords du récipient. Et cette séquence, c'est visible dans la partie interne. Et c'est les choses qu'on voit principalement dans ces deux fragments de céramique qu'on voit à gauche. Correspond à cette ligne d'union des récipients. Maintenant, je n'ai pas marqué. Et par rapport à la température de cuisson, je vais vous présenter que principalement, on a utilisé les minéraux, la illite, pour définir les températures de cuisson équivalentes dans notre matériel. Ce type de minéraux, euh, il, il est présent dans la matière première. Il commence un processus de décomposition à partir quand il est exposé à 700-750 degrés. Il continue un processus de décomposition jusqu'à 950 qui disparaissent complètement et qui est plus visible dans les observations dans les diffractogrammes. Avec cette information, en utilisant cet minéraux comme référent, on a identifié trois groupes de températures équivalentes. Les premières, ce qu'on peut voir dans cette graphique qui correspond au G1, et c'est les pics de l'élite très, très importantes, très visibles, et qui correspondent à une exposition de température inférieure à 750 degrés. Pour le deuxième groupe, les mêmes pics, les mêmes zones, les, les pics de l'élite les moins présents, moins visibles. Et ça peut correspondre au processus de décomposition qui va entre 750 et 950 degrés. Et pour le troisième groupe, les matériels qui ont été analysés avec la diffraction, l'élite est la plus présente dans ce groupe qui peut correspondre à la disparition ou décomposition totale de l'élite. Sur ces mêmes échantillons, on a fait des observations sur la matrice argileuse avec les microscopes électroniques. Et on peut voir que pour le premier groupe, la texture de la matrice argileuse elle est très laminaire, qui correspond plutôt à un matériel qui était exposé à très basse température. Pour le deuxième groupe, on voit aussi la texture commence à être plus lisse. Et c'est le début de la vitrification de la matrice argileuse. Et pour le troisième groupe, la matrice elle est complètement vitrifiée et qui est une évidence de la exposition à très haute température. Avec cette base, on a utilisé un fragment de céramique IJMA qui est exposé à très basse température, qui correspond au groupe numéro 1. Et on a recuit, on a fait un processus de recuisson qui partait de 500 degrés, qui montait 25 degrés à chaque palier et était mesuré jusqu'à arriver à 1100 degrés. Et les choses qu'on a observées, c'est que principalement à partir de 750 aux 800 degrés, il commence tous les processus de décomposition. Et à partir de 950, 977, 175 pardon, degrés, les pics de l'élite a disparu complètement. C'est pour ça qu'on a cette analyse, cette expérimentation nous renforce un peu l'idée, l'intérêt qu'on a eu d'utiliser l'élite comme élément de diagnostic pour séparer les différents types de groupes et températures de cuisson équivalentes. Pour finir, je vais présenter un peu les travaux d'expérimentation. On a travaillé, moi j'ai travaillé
Et certains reproduisent certains récipients entre les marmites des jarres pour faire une reproduction des cuissons en four ouvert ou en foyer simple. Ce qui très identifié dans les publications archéologiques. On parle beaucoup, les archéologues, ils ont parlé d'évidence des terres noires ou foncées, un espace de terre de couleurs différentes qui correspondrait à une exposition des températures ou des cuissons dans cette terre, cet espace, cuisson de X cos X choses. Et on peut voir ce type de références dans les sites de Ollero de Santo Domingo, comme pour la zone Lima, la zone haute de Lima, pour Armatambo, pour Huaca Naranjal y Huaca Asnapuquio, dans la côte centrale, dans la vallée de Rima et de Chillón. Les archéologues ils parlent de ce type de traces de terre décolorées. Et nous, on a utilisé cette information pour reproduire et voir si, après la cuisson, on a trouvé le même type de marqueurs. C'est pour ça que je vous présente cette image, pour montrer qu'effectivement, dans les contextes où on a trouvé les archéologues, proposent que les sites archéologiques, par exemple, Armatambo ou Huaca Naranjal, c'est un centre de production. Normalement, il y a les déchets, des déchets de production, il y a des outils. Il peut y avoir des structures de cuisson, normalement, mais si dans les cas où que la structure de cuisson n'est pas présente, on va parler plutôt d'espace, des terres décolorées ou enfoncées qui a été exposé. Nous, pour le cas d'Armatambo, dans le 2012, Luis Díaz, il parle des déchets de production. Certains moules qui étaient pour la production des figurines, des céramiques, et aussi des terres noires et des déchets de production. Et c'est les choses que nous ont inspirés à faire tout ce type d'expérimentation et utiliser les foyers simples dans cette mode de cuisson. Dans la disposition de la céramique et de les foyers, on a installé des thermocouples à différents espaces pour voir la température dans l'intérieur du foyer. Cela nous a donné que dans le même espace, dans le même foyer, dans le même moment de cuisson, on peut trouver des différentes températures qui vont entre 600 degrés jusqu'à 1000 ou supérieur à 1000 degrés Celsius. Je vous présente un peu les différents graphiques qui expliquent un peu l'évolution de la cuisson, comment est-ce que ça peut monter, ça se maintient, ça évolue jusqu'à la fin de la cuisson. Et on voit que réellement, dans la partie externe des foyers, c'est les zones où il y a les meilleures températures, parce que c'est les zones où il y a un meilleur contact avec l'air, l'oxygène. Et la partie interne, comme l'oxygène, il a moins de facilité de contact, la température peut arriver jusqu'à 660, 700 degrés. Euh, un autre élément qu'on a vu dans les récipients qu'on a cuits, c'est que c'est possible dans le même récipient de trouver des colorations différentes, des tessons avec des colorations différentes. Normalement, on utilise la coloration pour parler des modes de cuisson, soit oxydante, soit réducteur ou réductrice. Mais le problème, je pense que pour nous, en tant qu'archéologue, c'est au moment de faire ce type de description, arriver à dire noir, oxydant, réducteur, pardon, rouge, oxydant, c'est analyser comment est-ce qu'elle était cuite la céramique. Quel mode de cuisson il était utilisé. Normalement, dans une cuisson en four, je pense que l'artisan il a un meilleur contrôle de l'oxygénation, des modes de cuisson, comment est-ce qu'il veut faire si il veut une céramique oxydante ou une céramique réductrice. Mais dans les foyers simples, on voit que dans le même récipient, il faut avoir les deux types de pâtes, de coloration de pâtes, ou plus encore. Et ce type d'évidence, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Il y a des références aussi dans l'ethnographie en Afrique saharienne, pour Livingstone, qui parle aussi de ce type d'évidence. L'idée de vous montrer cette image, c'est pas une critique, c'est pas dire que c'est pas propre ou correct d'utiliser cette information, sinon qu'il plutôt remarquer, faire un peu l'alerte, c'est-à-dire faire attention quand on travaille simplement avec des fragments de céramique.
un mot de conclusion, je veux dire que nous avons identifié dans les matériels étudiés par les observations de la pétographie différents types de recettes. Les artisans ils mélangent, il y a des recettes différentes qui peuvent parler de différents ateliers ou des centres de production. Et on a constaté que majoritairement les artisans utilisent ISHMA, utilisent les sédiments ou des dépôts alluviaux, mais aussi il y a des évidences de matériel colluvial, mais à un pourcentage très très bas. Et on propose qu'Armatambo, en fonction des analyses que je vais pas vous présenter dans cette présentation aujourd'hui, mais il y a une publication sur les analyses des ICP-MS, sur les analyses des matériels de déchets de production et des matériels de contexte funéraire et domestique d'Armatambo, et renforce la proposition de qu'Armatambo n'était pas simplement un centre administratif important, sinon aussi un centre de production de céramique très, très important pour la côte centrale, principalement pour la période récente. Ijma tardi B, A, B. On va trouver des matériaux céramiques de Armatambo dans les régions del Cono Norte de Lima. Il n'y a pas de traduction, je pense, je ne connais pas cette traduction pour cette expression. C'est les villes de Comas, Caraballo, Independencia. Des excavations qui ont été faites par l'entreprise de l'archéologie préventive Cálida, qui nous a facilité des poutres de ces céramiques. Et il y a une grande similitude entre les chimiques à niveau de la céramique trouvée à cette région de Lima, au nord de Lima, con les matériels de déchets de production. Et même les matériels qui étaient analysés à Pachacamac, aussi, il y a une grande similitude. Alors, la production de céramique de Armatambo, il n'a pas resté dans la consommation locale, sinon il y a eu une distribution dans les trois vallées qui arrivaient jusqu'au nord à Chillón, dans les sud jusqu'à la vallée de Lurín, en Pachacamac. Et, on propose qu'il y a possiblement, si on analysait, je ne sais pas combien, 250 échantillons, plus je ne sais pas combien de récipients complets, mais ce n'est pas concluant, mais on propose qu'il y ait une récurrence de l'utilisation d'une technique de manufacture, que c'est les colombans, pour la céramique ISHMA. Les colombans par étirement, c'est une façon de savoir-faire qui se voit dans l'ISHMA moyen et l'ISHMA récent aussi, dans les matériels, les deux périodes. Il y a une continuité de cette utilisation de cette technique. Pour les artisans locaux. Et cette technique, ça se voit dans la vallée de Lurín, matériel de Lurín, matériel de la vallée de Rímac, et aussi dans le matériel de vallée de Chillón. Et les Chillón, ça devient un peu délicat pour certains archéologues qui travaillent sur la côte centrale, principalement pour les périodes récentes, parce qu'il y a des archéologues qui proposent l'existence d'une entité politique différente à l'Oishma, que c'est le seigneurie ou chefferie de Chillón, de Coyi, et que c'est une autre entité politique parallèle à l'Oishma. Ça, c'est une discussion que je pense que c'était pas tout à fait abordé dans les travaux pour les archéologues. Je pense que c'est un sujet qui commence à reprendre. Et Luis Silva, il parlait de... Non, Jaime Silva. Ah, j'ai oublié son nom, professeur. Elle parlait un peu de le Koji. Il y a des gens qui parlent de Koji, mais à niveau culturel, des matériels archéologiques, il n'y a pas forcément de grandes évidences de cette entité politique. Je pense que dans mon travail, je ne vais pas forcément aborder, donner des propositions. Actuellement, je ne suis pas en condition de proposer quoi que ce soit, parce que je n'ai pas forcément, je pas beaucoup de matériel pour parler de ces sujets, mais c'est intéressant de trouver les mêmes matériels, les mêmes gestes techniques. ISHMA, considéré comme ISHMA, même dans les excavations de Cálida de l'année dernière, ils sont trouvés des cimetières, des tombeaux avec des matériels Inca ISHMA et Inca ISHMA ou d'ISHMA récent.
dans la vallée de Chillón, en Caraballo, dans la zone nord de Lima, qui se considère comme une zone exclusivement Kogi. Je pense que c'est un sujet très intéressant à aborder pour les archéologues, mais bon, je laisse comme ça. Finalement, par rapport à les modes de cuisson, la proposition que je lance maintenant dans ce travail, c'est que la plupart des cuissons, ça a été fait avec les feuillets simples, qui ne demandent pas beaucoup de préparation. C'est d'avoir un espace plat avec une bonne ventilation, avoir les matières, les carbone, les bois ou les pailles, pardon, pour maintenir la cuisson, qui c'est très rapide en plus. Ça peut monter, normalement, la cuisson, ça va durer pour arriver à la température maximale, c'est 50 minutes. Et là, presque tous les matériaux que tu as ajoutés dans les matériaux combustibles, c'est déjà utilisé, consommé. 45 minutes. Et après, le refroidissement, c'est plus long, mais en 3 heures entre cuisson et refroidissement, c'est facile, c'est pratique. Mais bon, et un autre détail, c'est qu'à différence de la côte nord du Pérou, dans la côte centrale, on n'a pas identifié principalement pour cette période, des matériels, des structures de cuisson. C'est pour ça que l'utilisation des feuillets simples, ça me semble le plus cohérent pour la production de céramique dans cette période. Je présente maintenant les institutions qui m'ont aidé, ils m'ont soutenu dans l'élaboration de ma thèse. L'Université nationale Mayor de San Marcos, l'Université Bordeaux-Montagne, l'Université du Pays Basque, et toutes les institutions de Bordeaux, IDEX, Métropole, Eurorégion qui font faciliter pour mon allocation et aussi pour mes déplacements. Les musées de Quéranly qui m'ont donné accès à des matériels incroyables, magnifiques. Et les laboratoires de l'Université Bordeaux-Montagne et aussi Archéosciences Bordeaux et les laboratoires de l'Université du Pays Basque. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias y hasta la próxima. Si, donc, tu nous entends? Tu m'entends en ce moment? Oui, Ouais. Merci pour cette communication. Bon, basé essentiellement sur le travail de thèse, je pense que c'est important, je l'ai peut-être précisé au début, tu sais, tu as un public principalement des étudiants du master première et deuxième année d'archéométrie que tu connais bien. Et puis nos collègues aussi, Luis Ramé Castillo, bien sûr tu le connais, c'est le co-directeur, Sam Gavami qui est un doctorant qui va terminer son travail dans pas longtemps, Aïcha Bachir Bachak qui elle dirige un programme de recherche à Paracas, et puis Javier que tu connais bien, ton co-directeur également, et puis d'autres étudiants. Voilà, c'était pour te dire à ce point-là. Ensuite, on a une vision un petit peu générique de ce qui peut se faire dans le monde de l'étude archéométrique de la céramique. Alors, je sais que ça peut intéresser certains des archéologues présents ici. Ça, c'est une chose. Toi, tu l'as abordé essentiellement sur un aspect d'abord archéologique. C'était ta formation, on l'a rappelé. Et puis ensuite, en bénéficiant des outils et des aides, des supports financiers. C'est bien de rappeler que les institutions, elles sont là aussi. La dernière diapo qui était à l'écran le montre. Et ça, c'est important que tes jeunes camarades puissent le mesurer, c'est-à-dire que ça implique beaucoup de partenaires, d'institutions, comme tu les as appelés. Alors, ce sont des académiques principalement, mais pas que. Il y a aussi des financeurs potentiels qui ont besoin, dont on a besoin de bénéficier de quelques aides parce qu'il y a de la mobilité. Quand il faut aller au Pérou, il faut prendre un billet d'avion, ça coûte un petit peu cher. Et puis, il faut ramener du matériel. Le matériel, ça se consomme. Quand on fait des analyses archéométriques, dont on sait l'importance, je pense que là, on en a un exemple supplémentaire. On a besoin de faire de la spectrométrie de masse par ICP-MS avec du plasma induit, et ça nécessite de la préparation des échantillons. On a vu, tu as montré une photo dans ta thèse, il y en avait beaucoup, on voit que c'est toi qui as fait tout ce travail préparatoire. Ça nécessite un gros équipement d'une part, mais aussi tous les annexes, tous les consommables qui vont avec. Bon, je passe sur les détails, mais c'est très important, surtout pour donc notre public aujourd'hui de master qui se rendent compte que c'est pas que écrit dans les livres. En gros, l'archéométrie, ça se pratique dans les laboratoires. Et c'est aussi
intéressant d'avoir ce sujet autour de la céramique. Alors, on le sait bien, un matériau qui dure, donc voilà, on en a toujours sur les sites, mais parce qu'il y a aussi des projets avec nos amis archéologues. Je pense à Aïcha qui est sur un site pour lequel, dans 2 ans peut-être, il y aura certainement un travail collaboratif à mener sur des corpus de céramique. On n'est pas sur les mêmes périodes, on est un peu plus au sud aussi en termes de géographie, mais voilà. Donc là, vous avez un petit panorama de comment ça peut fonctionner, avec des résultats qui donnent des conclusions, pas toujours définitives, puisque on ne sait pas forcément répondre à tout. Hein, vous avez bien entendu que les sources d'argile, par exemple, elles ne sont pas localisées. Il faudrait aller sur le terrain, donc continuer. On pourrait se poser la question de savoir ce qui s'est passé avant la société Ishma et ou après, avec le lien avec les Incas. Je regarde la caméra, je ne sais pas si tu me vois, Dante. Oui. Ok. Voilà, donc ça ouvre sur d'autres perspectives. C'est un petit peu ça l'intérêt également. Et je pense que comme ça, on a un petit panorama un peu général. Des questions peut-être dans la salle, sinon on enchaînera avec la communication de Javier Iñanes. Non, ça va, tes camarades étudiants avaient l'air d'absorber, d'écouter en tout cas. Ils ont bien mesuré qu'il y avait besoin de connaissances archéologiques et archéométriques finalement, ce savant mélange. Pardon, Farnaz? Farnaz est une étudiante qui vient de ce grand pays qu'est l'Iran, dont on parle un peu en ce moment, et qui vient nous rendre visite pendant 6 mois durant son programme de doctorat. Et elle parle en anglais. Tu comprends? Non. Hello, I have a question about the temperature of the clay. Did you guess the temperature on the composition, or you have done any thermal analysis for this clay too? Would you please translate it to French for Tu him? peux me dire, je n'ai pas entendu, pardon. Je suis en train de... Je fais un travail Est-ce que tu as fait des mesures de thermogravimétrie, thermodensitométrie pour avoir des composantes thermiques liées à ce que tu as évoqué sur la définition des températures de cuisson qui ont été atteintes, puisque le point de départ a été celui de voir comment l'illite, cette argile particulière, peut évoluer, dont on a par diffraction de rayonnement X, la présence. Est-ce qu'il y avait des analyses complémentaires par thermogravimétrie, par exemple? Mais dans le cas de mon travail doctoral, on n'a pas forcément abordé des autres types de techniques analytiques, mais oui, normalement, mais on a les gens qui sont dans les laboratoires, dans les publics, les étudiants de master, ils vont travailler la thèse en fonction des matériels, des types d'appareils qui sont dans son laboratoire. Et dans le cas du laboratoire des sciences archéologiques, on a des appareils qui sont à disposition de nous. Et dans le cas de ma thèse, j'avais la diffraction de rayon X. Il y avait le Raman aussi. We did not, because we were not using this kind of equipment in our lab. Sure, it is a super, very interesting way of looking at the thermal parameters. My guess, as you know, I don't know French, but by tracking the slide and the composition and detecting the chemical composition and temperature about the result that I'm talking about. At the middle of the furnace that reconstructed in schematic diagram, the temperature was guessed about 650 centigrade. Based at the middle of that furnace, it's impossible to get to reach this temperature, but just by wood, without charcoal, without coke, and something like that. I don't know. No, what? Pressure of clay in that heat construct and chromatic. The temperature was that because I had some experience about that and find out that no, that there are different composition temperature. That's all that mentioned people reach to that.
La question porte sur des expériences qu'elle a pu mener, elle, de son côté, ce qui est difficile d'évaluer les températures dans le four, dans la représentation du petit schéma que tu nous montres. Les variations peuvent être très importantes, en particulier sur les parois, mais aussi au niveau des céramiques qui sont en cours de cuisson. Et donc, comment tu as abordé la question de ces mesures? Tu nous as parlé des thermocouples qui sont utilisés, qui ont été placés à des endroits spécifiques, et on en avait discuté beaucoup avec Javier, c'est qu'on ne voit pas exactement les endroits de mesure précisément, mais the advantage was that we did the work to start at the beginning trying to understand what was happening on the walls. But you're right, the variety of the increase or the decrease of the temperatures are so high that it's really difficult to really take out to produce the real outcomes out of this thing. We did that job. That was something from the idea of Dante, which was very interesting, of course. And l'autre question était sur les combustibles, les matériaux employés, parce que rien qu'avec du bois, on ne peut pas forcément arriver à monter à ces hautes températures. Et si on n'a pas de charbon de bois associé ou d'autres combustibles. Non. Les types de matériel, c'est des bois. En tout cas, pour l'expérimentation que j'ai fait, c'est principalement des bois. Il y avait des pailles, c'est vrai, il y avait des pailles, mais c'est même l'expérimentation qui a fait, je pense que Rodrich pour la céramique au nord, Moche, je pense qu'il a utilisé des types de matériel, des bois ou des combustibles locaux. Mais la plupart des cas, en tout cas pour moi, c'était du bois et des pailles. Il n'y a pas de carbone. Normalement, je sais qu'ils utilisent beaucoup de bosses, d'excréments d'animaux, des lamas ou pour monter en température pour utiliser comme carburant aussi. Mais ça dépend de la région. Ça va changer en fonction de la région. I'll detail the answer later, okay? Because it's not so easy, obviously. But the good thing was about the X-ray diffraction patterns that clearly showed the temperature that were reached on certain of the objects that were measured, which is already a super right information, because then that X-ray diffraction, when you have thermal microscopy and yeah, but we did not perform in that case. We did perform thermal diffractometry on clays. So I remember we sampled, Dante sampled several clays from the surroundings, from the area, and we did this thermal diffractometry analysis. So we... based on the library data, yeah. So we start increasing the temperature from room temperature up to 1200 degrees. So and then we were able to match the different peaks and the different phases transformations into the samples, into the into the ceramic phases that we found in the ceramic samples. I mean, in the archaeological samples. So that's why. I mean, it's an interesting point, the one that you raised, and yeah, could be something else to do. Yeah, for sure. Thank you for your translation, sir. Thank you. Merci Dante.